Bien, nous arrivons presque au terme de ces 2 jours de la 2e édition du Nice Climate Summit. Vous l'aurez compris, ici, à Nice, on se prépare d'ici 9 mois à un rendez-vous important qui, je l'espère, aura autant de puissance et surtout de concrétisation. On a eu la fierté en France d'avoir réalisé les accords de Paris pour le climat. Les accords de Nice seront aussi importants, voire plus importants. Pour cela, 9 mois pour se préparer ici à Nice, pour se mobiliser. Et bien entendu, les maires jouent un rôle essentiel. Et pour cela, je vais appeler le président de la coalition des villes côtières de la Méditerranée. J'appelle monsieur Ahmed Arras, maire de Moula, et j'appelle Christian Estrosi, maire de Nice et de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Installez-vous, monsieur le maire, cher Christian Estrosi. Et donc, je disais, on va à ce stade, installez-vous, monsieur le maire de Moula. Moula se trouve au bord de la mer Égée, à peu près à 30 km. Il y a une grande côte. Quand on connaît Moula, c'est un lieu magnifique. En tous les cas, en tant que président de la coalition des villes de la Méditerranée, vous souhaitiez, avant qu'on accueille les autres maires dans quelques instants, faire une déclaration, ici, en direct de Nice. Thank you very much. First, Monsieur le maire président, and bonjour à tous. Okay, I will speak English. Sorry, I want to speak French, but not now. Elise, can you help me, please? Okay, just a moment. Okay. The Metropolitan Municipality of Muğla includes 13 provinces with 1,500 kilometers of coastline along the Mediterranean Sea. It's the leading tourist region of Turkey that features some renowned resorts such as Bodrum and Marmaris. I would like to share with you the case of the Gulf of Gökova. After a prolonged and destructive period of overfishing, sea life has begun to once more thrive in these crystal blue waters. Thanks to a partnership initiated in 2008 with the Mediterranean Conservation Society and local fishermen, we designated this bay as a marine protected area and prohibited fishing within its 1,000 square kilometers area. Because of this partnership, the grey shark and monk seal that had disappeared have returned to Gökova Gulf waters. Our continuous efforts are not without some difficult challenges. One of our chief problems is the proliferation of invasive species such as the lionfish, rabbitfish, pufferfish, and diadem sea urchin. These species pass through the Suez Canal and have completely invaded our waters and disrupting the ecosystem of the bay. The problem is so severe that they are now becoming the dominant species. The reasons for this disaster are 3. The enlargement of Suez Canal, which has facilitated their migration, climate change, and the acidity of water that followed catastrophic fires of 2021. Our projections indicate that by 2035, the Eastern Mediterranean will resemble a kind of tropical sea. So how do we respond to this new challenge? In partnership with the Mediterranean Conservation Society and local fishermen, we decided to market lionfish in municipal fish cooperatives. Each fisherman catches about 8 kilograms of lionfish per day in their nets near the Bay of Gökova. In doing this, we address both environmental needs by eliminating as many lionfish as possible, as well as economic needs by augmenting fishermen incomes. Indications are that the problem of lionfish infestation is growing exponentially because they have already started appeared in Sardinia. To try to mitigate this menace,
the Corsican Territorial Collective, the university, and the Cape Coast Marine Nature Park entered a collaboration with us to share our experiences. We believe that the collaboration will enhance our chances of minimizing the damage. Our success story has so far taught us two fundamentals. It's essential to bring together scientists, elected politicians, the economic world, and the general population. It's important to remember that popular support and education is essential to overcome this kind of challenges. Sharing experiences and undertaking coordinated responses with cities of our Mediterranean basin can go a long way to find ever-improving solutions. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. On aura compris, et Christian Estrosi, j'imagine qu'on en reparlera à l'occasion de l'UNOC, mais c'est vrai que le réchauffement climatique, on ne l'a peut-être pas assez dit durant ces 2 jours, mais un impact bien sûr sur l'environnement, mais aussi sur l'économie. Ça a été dit par Monsieur le maire de Mula, et notamment au niveau des pêcheurs. Monsieur le maire disait que à horizon 2035, la mer Égée deviendra une mer tropicale, et que bien entendu ça a des impacts notamment pour les pêcheurs, et donc tout un tas de travail d'action sont menés aussi, car ça change les équilibres économiques de milliers de salariés, de pêcheurs dans ce territoire. Peut-être un mot en réaction, Christian Estrosi, avant d'accueillir les autres maires, sur la question par exemple de la pêche et des impacts que ça a sur un certain nombre de régions. Bon, d'abord, la pêche est quelque chose d'indispensable parce que ça nourrit l'homme. Nous avons ici un plan d'alimentation territoriale et c'est l'avantage de la métropole que nous avons bâtie. Nous avons choisi un périmètre avec les maires qui sont membres de la métropole, 51, où nous gérons un territoire qui part de 3200 mètres d'altitude sur les cimes du parc national du Mercantour pour se déverser dans la Méditerranée. Alors, nous avons de l'élevage de montagne, des ovins, des bovins, de la viande, du lait, du fromage. Nous avons de l'oléiculture, nous avons du miel avec les ruches et les spécialistes qui aujourd'hui gèrent cette activité avec la Chambre d'agriculture qui est notre grand partenaire. Nous avons le maraîchage, nous avons naturellement la mer. Et nous sommes en train de relancer une filière pêche qui a décliné petit à petit. Mais une pêche raisonnée, pas une pêche avec des filets dérivants qui massacrent en même temps l'ensemble du plancton marin. Et de ce tout, nous faisons notre plan d'alimentation territoriale. Aujourd'hui, nous devons peut-être, pour moi qui travaille avec des circuits courts, j'ai repris par exemple en régie les cantines scolaires qui étaient gérées par de grands groupes, vous savez, l'équivalent de Tricatel, l'aile ou la cuisse, fluide funeste, tout ça. Paraît-il qu'on mange bien ici dans les cantines à Nice. Une quinzaine d'années, j'ai pris un chef étoilé et j'ai décidé d'être moi-même un peu le chef cuistot, où nous servons 35 000 repas par jour à nos écoliers, avec un menu que nous distribuons tous les premiers lundis du mois, où nous avons un professeur nutritionniste du CHU qui dit voilà, le lundi c'est tant d'oligo-éléments, tant de vitamines D, B, C, A, etc. Tel jour de la viande labellisée rouge, tel jour du poisson, un légume bio, un fruit bio. Et en faisant non pas venir des arbres qui poussent, des tomates qui poussent sur des arbres dans des serres avec des coups de picouse, mais dans nos circuits courts avec nos producteurs locaux. Et ça permet d'avoir aussi une économie circulaire. Donc, naturellement, la pêche est un vrai sujet. Après, il y a la grande pêche. Nous présentions avec Greg Lecoeur de l'autre côté ce matin cette magnifique exposition que je vous invite à aller regarder,
Pour ça que j'aurais beaucoup aimé débattre avec Aurélien Crida, professeur planétologue à l'Observatoire de la Côte d'Azur, astrophysicien, qui disait « il faut plus de croissance ». Bon, effectivement, on peut tout arrêter. Enfin, moi, je sais que si aujourd'hui nous avons des phoques moines, où il n'y en avait plus que quelques-uns qui étaient en Grèce et qui reviennent maintenant dans la baie des Anges. Si nous voyons la population de thon rouge qui remonte en puissance alors qu'elle était en train de disparaître il y a une dizaine d'années de cela. Si on n'imaginait plus voir des hippocampes dans la baie des Anges alors qu'il y a maintenant des hippocampes de partout qui commencent à arriver. Et je ne vous parle pas des baleines, des cachalots, des poissons-lunes, des globicéphales et des espèces de dauphins. Ben, c'est parce que la croissance nous permet de bâtir au plan industriel, en créant de l'emploi, avec de grands groupes français, des stations de traitement des eaux usées, où nous ressortons les eaux usées qui partent de 3200 mètres d'altitude, où on récupère tout, cours d'eau par cours d'eau, route par route, village par village, toutes ces eaux usées qui arrivent à 100% avec zéro bactérie dans la mer et qui nous permettent de voir remonter en puissance des espèces qui auraient pu disparaître. Alors moi, je veux bien qu'il y ait des adeptes de la décroissance, mais je vous promets, on fera un débat croissance ou décroissance. Et il se trouve qu'on ne doit pas avoir les mêmes relations parmi les astrophysiciens de l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur, puisque moi j'ai beaucoup de relations et des amis comme Patrick Michel qui sont astrophysiciens eux aussi à l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur et qui d'ailleurs grâce aux photos satellitaires qu'ils nous envoient nous permettent d'identifier tous les îlots de chaleur qui apparaissent comme des taches rouges énormes et où ce sont les mêmes d'ailleurs adeptes de la décroissance qui me combattent quand je rase un centre de congrès, un théâtre pour renaturer les sols, etc. C'est drôle, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui vous disent il ne faut pas de chemin de fer. C'est les mêmes qui vous disent il ne faut pas de port, il ne faut pas d'aéroport, il ne faut rien de tout ça. Et moi, j'en ai d'autres qui me disent au contraire, si vous voulez combattre les émissions de gaz à effet de serre qui sont la principale cause du réchauffement climatique, ben, il faut que vous fassiez baisser de tout cela. Aujourd'hui, on est à moins 63 émissions % de particules fines sur 2009-2021, grâce non pas à ce que j'ai choisi moi, mais à ce qui m'a été conseillé par les mêmes astrophysiciens, ou par l'observatoire, le laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer, qui sont quand même des gens qualifiés et auxquels je fais confiance. Donc je crois au contraire que la bataille de l'écologie doit se gagner aussi avec ceux qui cherchent, ceux qui innovent et ceux qui peuvent nous permettre de trouver des solutions intelligentes pour faire baisser ou en tout cas essayer de contenir une part du réchauffement climatique qui de toute façon est inéluctable, mais où il faut que nous fassions en sorte que la biodiversité, l'espèce animale, humaine, végétale, puisse s'adapter à l'évolution climatique que nous connaîtrons. Donc voilà, j'avais envie de dire ça, ça m'a fait du bien de le dire, et je l'ai dit. Voilà. Mais c'est bien. Un événement comme l'East Climate Summit, il faut avoir du débat contradictoire et justement, c'est de pouvoir partager des points de vue, des convictions différentes. Ça fait partie de l'esprit, en tous les cas, que vous avez souhaité dans ce forum durant 2 jours, de pouvoir avoir des points de vue différents et de s'enrichir justement de ces différences. On va remercier Monsieur le maire. Merci, on va sous vos applaudissements puisque nous allons accueillir 4 autres maires. Merci. Et donc, je comprends que le maire justement de Moula est mobilisé en préparation donc de l'UNOC puisqu'il est président justement de la coalition ici des territoires de la Méditerranée. Alors, on va accueillir, pour conclure cette séquence, plusieurs continents. Je vais commencer par le continent africain et j'appelle le premier vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Il s'agit, sous vos applaudissements, de Claude Paulin Dano.
Ensuite, j'appelle Véronica Pinheiro, déléguée à la gestion de l'environnement de la ville de Montevideo, d'Uruguay. Là, on part plutôt côté Amérique Nord. J'appelle Arthur Walton, le directeur des relations gouvernementales de la ville de Nouvelle-Orléans. Et là, nous partons plutôt en Asie, du côté de l'Indonésie. J'appelle pour cela le maire de Bobo, Monsieur Rasman Manafi. Voilà, c'est formidable, Christian Estrosi, quand on a comme ça plein de continents réunis ici à Nice. Ça montre la mobilisation et l'engagement des maires qui se préparent à 9 mois de l'UNOC. Je vais commencer par le continent africain, parce qu'ici, il y a une relation très forte, on le sait, entre Nice et Abidjan. Peut-être, en quelques mots, je vous ai senti très attentif depuis hier. Je vous ai vu concentré sur tous les échanges. Quels sont un petit peu les enseignements que vous tirez de ces 2 jours du Nice Climate Summit, de cette préparation de l'UNOC? Je suis d'abord porteur d'un message, celui du Premier ministre Robert Begue-Mambé, ami personnel du maire de Nice, qui me charge de vous transmettre ces salutations très fraternelles, et du gouverneur du district Cissé Bakongo. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois, vous lui avez demandé d'être porteur d'une nouvelle dynamique au niveau de toute l'Afrique, mobiliser tous les maires africains pour qu'ils soient en route et en marche vers la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Et c'est pour concrétiser cet acte que nous sommes là, pour dire que ce message, nous le portons dans toute l'Afrique. Nous le portons aussi en Côte d'Ivoire parce que nous sommes à Abidjan, leader ouest-africain de la diplomatie des villes. Et Abidjan vit les mêmes problématiques que Nice, à savoir que nous sommes une ville côtière. Et notre pays a 356 km de côte du Libéria au Ghana. Et nous vivons tous ces problèmes que nous avons vécus ce matin et depuis hier, de la dégradation du littoral. Vous avez dit, j'étais très attentif parce que toutes les problématiques qui ont été posées ici, sur la dégradation de la biodiversité, du trait de côte qui monte et de tous les dégâts créés dans nos pays, nous le vivons. D'ailleurs, le débat que nous venons d'avoir tout à l'heure sur la croissance, nous le vivons aussi chez nous. Il nous faut de la croissance pour apporter des équipements sociaux de base aux populations. Il nous faut de la croissance pour préparer l'avenir des jeunes générations. Il nous faut de la croissance pour avoir des équipements de santé, d'éducation. Il nous faut de la croissance. Mais en même temps, cette croissance a des effets induits sur la nature. Nous nous rendons compte que cette croissance a aggravé le niveau de montée de la mer. Cette croissance a aggravé les problèmes de ressources halieutiques. Cette croissance a créé beaucoup de difficultés. Mais en même temps, le gouvernement a réagi en mettant en place une réglementation. La réglementation, c'est la loi qui empêche de continuer à faire l'extraction du sable, par exemple. Or, le sable est nécessaire pour la construction des bâtiments, des écoles. Cette réglementation, aujourd'hui, nous amène à être plus vigilants en tant qu'autorité locale pour éviter que la ville progresse trop rapidement au détriment du vécu des populations, de la qualité de vie des populations. J'ai été très attentif aussi parce que je me suis rendu compte que les problèmes que nous vivons en Afrique sont les mêmes dans toute l'humanité. Nous nous sommes rendus compte qu'il nous faut aujourd'hui plus que jamais avoir des solutions d'ensemble. C'est pourquoi nous soutenons l'initiative aujourd'hui du succès de ce sommet de Nice, qui nous a permis de nous enrichir de toutes les expériences, aussi bien sur le plan économique, écologique, climatique. Nous pouvons dire qu'au sortir de ce sommet, nous sommes résolument convaincus que le développement du monde se fera de façon solidaire. C'est pourquoi nous soutenons l'initiative et nous pouvons rassurer Monsieur le maire de Nice, qui est porteur du flambeau aujourd'hui des villes,
Parce que c'est dans nos territoires que se vivent les dégradations. Ce n'est pas dans les grandes décisions politiques des Nations Unies, mais c'est dans les villes. Et c'est dans la proximité que nous devons apporter les solutions. C'est pourquoi nous soutenons cette initiative du sommet que nous vivons aujourd'hui et nous attendons beaucoup des résolutions qui vont être prises. Nous voulons donc terminer en rassurant le maire de Nice que les maires d'Afrique seront mobilisés pour être présents ici en juin prochain avec les chefs d'État, pour signer justement à plus de 60 les accords, pour que ces accords rentrent en vigueur, pour qu'ensemble nous puissions nous écrier que nous protégeons l'océan parce que nous voulons préserver l'humanité. Merci, monsieur le Premier gouverneur. Si on a le temps, et j'espère qu'on aura le temps, peut-être je vous demanderai tout à l'heure, peut-être si vous aviez, vous, un vœu, une idée dans les accords de Nice de juin prochain, peut-être une attente particulière de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan, qui est quand même un des plus grands ports dans le monde, qui joue un rôle essentiel, notamment dans l'économie mondiale. Réfléchissez à peut-être une idée très concrète. Bienvenido, Madame Veronica Pinheiro. Vous représentez la capitale du Uruguay. Là, on est en Amérique du Sud. On a traversé rapidement. On est parti finalement de chez vous, d'Abidjan, et on a retrouvé sur le chemin Veronica Pinheiro, voilà, qui représente la capitale du Uruguay, Montevideo. Finalmente, vosotros fue durante 2 días aquí. ¿Qué impresiones durante 2 días de las soluciones, proposición, y qué espera en los 9 meses del UNOC? Oh, thanks for the opportunity to share with you some of the action that the government of Montevideo is taking to protect the coastal areas, and I listened in the session yesterday, and it's really important to Montevideo to share action and try to articulate the contacts to the other cities. Montevideo has 70 kilometers of coastline and the estuary of Rio de la Plata. Montevideo's coastline is under significant environmental pressures due to social economic activities like port activities, artisanal fishing, and tourism. As a consequence, there are multiple threats to conservation of the coastal space in Montevideo. These local threats need to be added to those resulting from the global climate change, and this is a major challenge for coastal and environmental management in Uruguay. Montevideo recently approved its climate action plan, which establishes short, medium, and long-term goals in 4 areas: emission reduction, protection of ecosystem and biodiversity, adaptation to climate change, and citizen participation. The coastal protection is included in the climate action plan as one of the key lines of action for responding to climate change. One of the issues that we address in this line of action is the rise in sea level and urban pollution, which generates urban waste that is dragged to the coast. As a general framework of the climate action plan and its line of action, we promote the commitment and involvement of the citizens of Montevideo. We believe that the commitment and involvement of citizens in these policies are key to their success. Within our climate action plan, we are carrying out 2 actions that I want to share with us. The first is the Liberated Areas Program, which deals with environmentally degraded areas due to the accumulation of solid waste in the river of Montevideo. This plan involves the deployment of teams from the Montevideo municipality in the field to identify situations of informal waste disposal and to remove the accumulated waste.
These teams also follow up and look for long-term alternative solutions with the citizens of these areas. With the program, in the last 2.5 years, we have removed 170,000 tons of waste from the river of Montevideo. This is a very significant, for us, reduction in the amount of solid waste that could have reached the coast of Montevideo and the oceans. The program also rehabilitates degraded areas by introducing plant species to restore landscape and create refuge for biodiversity, and also creates new public spaces for the citizens. And the second action, a little bit, I would like to share with you the recovery process of Cerro Beach. Within the National Action Plan to Adaptation, the government of Montevideo decided to initiate the recovery process of Cerro Beach, which is threatened by the loss of sand and the reduction of this recreational space. This beach is located in an area that has a deeply rooted community and that is committed to preservation of the coastal space. Therefore, the process of developing a solution to prepare and adapt the beach to climate change has been carried out in collaboration with the civil society. Working together with neighbors, we have found an engineered solution to mitigate the loss of sand from the beach, and more than 100 neighbors participate in the process. As was said in a session yesterday, people are increasingly aware of the need for change to protect the planet and the oceans. Therefore, governments must engage citizens in local solutions, and this will certainly bring about a change on a global scale. Thank you. Merci. Merci de nous avoir partagé un certain nombre d'actions qui ont été évoquées. J'espère que la majorité d'entre vous auront compris des sujets liés bien sûr à la biodiversité, des sujets liés également aux déchets. Je sais que c'est un sujet aussi aux déchets urbains auquel vous êtes très engagé ici à Nice, Christian Estrosi. On pourra en revenir tout à l'heure, notamment ce que vous avez initié avec le groupe Suez et la Banque des Territoires, qui est quand même une référence aujourd'hui, je pense, au niveau européen. Mais je vais peut-être m'arrêter quelques instants sur un point qui est très important. C'est le sujet de l'implication que vous portez à Montevideo. Et j'allais dire que, bien entendu, aujourd'hui, tous les maires, quand ils veulent réussir leur transition écologique, ils essaient d'y amener la population, d'avoir une démarche collaborative, d'y associer, vous avez dit tout à l'heure, les voisins, notamment face à cette problématique de disparition d'une plage sur la côte. Et là, j'ai envie de vous poser la question, Christian Estrosi, c'est comment finalement ici, dans une ville et dans une métropole comme Nice, on arrive à impliquer, j'allais dire, tous les citoyens de 7 à 77 ans. Comment on fait pour créer justement un effet d'entraînement, que ce sujet de la transition écologique et que ces accords de Nice soient non seulement un engagement de tous les États, et ça on le souhaite, mais que finalement vous arriviez à avoir l'adhésion et l'engagement de toutes les Niçoises et les Niçois de 7 à 77 ans, voire plus. Je dirais que c'est plus facile d'avoir ceux de 7 que ceux de 77. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment de sa vie, et je le comprends et je l'admets, c'est pour ça que la pédagogie est plus difficile. On s'est habitué, et cette croissance, je la rejette moi aussi, à vivre dans ce temps de la croissance où on a connu, après la guerre, ce temps où on voyait arriver tout d'un coup le réfrigérateur à la maison, la cuisinière à gaz, puis la machine à laver, puis la machine à laver la vaisselle, puis le premier téléviseur, qui avait encore un peu de neige et où il fallait trouver une antenne qu'on mettait sur le dessus.
jusqu'à ce qu'on passe, il y a quelques années, de la technologie analogique au numérique, et que maintenant on connecte tout, son téléphone, et les 5 téléviseurs qu'on a dans toutes les pièces de la maison, et où vous avez le papa, le grand-père, le fiston, chacun regarde son truc, etc. Et tout ça, c'est la croissance qui est pas belle. Et c'est la croissance contre laquelle il est difficile de lutter, parce que on est confronté à cette sorte d'égoïsme aujourd'hui, où si on est réaliste et qu'on est décideur public, il faut avoir le courage de le dire. C'est ce que j'appelle le courage de l'impopularité. Et moi, cette impopularité, j'en ai pas peur. Vous savez, quand j'ai construit une ligne de tramway qui allait du port à l'aéroport, dont 3 km en souterrain, j'avais moitié de la population, si ce n'est plus, qui me disait creuser les sous-sols, faire un gruyère sous Nice, les immeubles vont s'effondrer, vont se fissurer, etc. Qu'est-ce qui nous fait le maire? Bon, à l'arrivée, on pensait qu'on serait au bout de 4 ans à 80 000 usagers jour, on est à 110 000 et on est au taquet. Tant et si bien que je regrette de n'avoir fait que 3 km en sous-sol, parce qu'à 3 km en sous-sol, vous roulez à 75 km/h. La réglementation en surface est à 25 km/h. Et donc, naturellement, ça ne vous permet pas de transporter plus de personnes que vous ne le voudriez. Je regrette aujourd'hui de ne pas avoir fait tout en souterrain. Bon, c'est-à-dire un métro. Mais convaincre, aujourd'hui d'ailleurs, que j'ai réussi ça, les prochaines lignes, j'aborderai le sujet. Je sais que la population niçoise qui se l'est approprie à 100%, dont 70% qui l'a combatté. C'est-à-dire que quand on a le courage de l'impopularité, à un moment, ça devient populaire. Et on se l'approprie. Donc, j'appelle les hommes publics, les hommes politiques, à être courageux. Et pas se dire, oh, il y a une pétition et tout, je ne veux pas leur faire de peine, je ne vais pas le faire. Vous savez, quand vous décidez de détruire un centre de congrès de 75 000 mètres carrés pour bâtir une forêt urbaine de 8 hectares en cœur de ville, et dans un périmètre où toutes les études épidémiologiques menées par le CHU démontrent que c'est là qu'il y a le plus de maladies cardiovasculaires sur une période de 30 ans, vous avez plutôt envie de renoncer dès le premier jour, quand vous voyez la mobilisation qu'il y a contre ça, que de le faire. On a tenu. Aujourd'hui, la forêt n'est pas encore sortie de terre, elle le sera dans 6 mois. Elle est en train, et déjà, on revoit apparaître les paysages d'antan, la colline de l'Observatoire qui avait disparu, toutes les collines et les montagnes environnantes, la vision des toits du vieux Nice du XIIIe et du XIVe siècle, et les gens commencent à dire « mais c'était tellement évident, j'aurais renoncé ». C'était la facilité. Et c'était une usine à CO2 qui produisait 72 000 tonnes de CO2 par an. Et là, vous allez avoir près de 10 000 plantes qui chacune absorbent l'empreinte carbone produite par un être humain chaque année. C'est-à-dire qu'on inverse complètement le truc. Plus la climatisation de la ville, puisque ceux qu'on relevait en température à 50 degrés sur le toit quand il y avait une température caniculaire de 30 degrés ambiante, aujourd'hui, vous êtes en ressenti à 25 degrés. Donc ça veut dire qu'en termes d'urbanisme, tout est possible. Et sans compter la renaturation des sols, parce que vous avez la montée des eaux d'un côté de la mer qui est inéluctable, mais si, en même temps que vous avez la montée des eaux qui va produire des tempêtes de plus en plus violentes, vous avez des ruissellements sur le sol qui se rejoignent avec la mer, vous avez 2 courants qui s'affrontent, et là vous avez la catastrophe. Et tous les maires qui sont ici, de quelque continent qu'ils soient et qui ont signé cet engagement tout à l'heure, ont les mêmes raisonnements.
le même courage. Et donc, voilà, c'est pas facile. Je dis toujours, Marie, de dire au président de la République, il me dit, bon, j'ai vu que tu faisais ceci, cela, mais quand même, c'est pas tout à fait ce que mon ministère, ici ou là, a dit. J'ai dit, mais attends, toi, tu es le chef de l'État, et moi, je suis le chef de Nice. D'accord? Chacun son rôle. Et je fais ce que j'ai à faire. Il y a un très bon bouquin d'un intellectuel américain qui dit que si la planète était gouvernée par les maires et pas par des chefs d'État et de gouvernement, il n'y aurait pas de guerre et ça se passerait beaucoup mieux en matière de transition écologique. Donc j'appelle à un gouvernement des maires. Alors, pour toute la planète. C'est une excellente transition, parce que là, on a justement... Mais c'est pour ça que, en même temps, je remercie le chef d'État français et le chef d'État costaricien, qui ensemble ont obtenu que, dans le rendez-vous de l'UNOC 3, pour la première fois, là où ça n'était pas le cas à New York en 2017 et à Lisbonne en 2022, il y ait le sommet des États et il y ait le sommet des scientifiques, qui sont ceux qui nous éclairent sur nos choix, des ONG qui naturellement ont leur part à apporter, et surtout cette coalition des maires dont nous sommes un peu la représentativité ici au Nice Climate Summit. Tous les continents sont représentés. Je remercie tous mes collègues maires qui ont signé tout à l'heure cet engagement. J'en ai déjà près de 600 de tous les continents qui se sont engagés à venir l'année prochaine, parce que je crois que le temps de la réunion de la coalition des maires, qui sera la journée du 7 juin 2025, sera dans l'histoire de la planète un temps exceptionnel, le premier qui n'ait jamais existé, et où naturellement, si nous obtenons que le traité de Nice soit ratifié par tous les États, ceux qui feront le job derrière pour mettre en œuvre ce traité signé aux accords de Nice par les chefs d'État, ben c'est nous. C'est chacune et chacun d'entre nous. Avec, et je remercie aussi les Nations Unies, le fait de réunir toutes les grandes fondations mondiales qui, comme le fonds Bloomberg, le fonds Tara, le fonds Bosch et d'autres encore, s'engagent à apporter les financements, parce que naturellement, nous n'avons pas les financements. Nous ne les avons pas. J'ai aujourd'hui, sur ce que j'aurais voulu faire à 100%, j'ai dû réaliser 40%. Bon, voilà, il y a un moment où il y a une limite. Et en plus, on est plutôt dans un pays privilégié, une Europe privilégiée. Et je vois le continent africain où nous essayons aussi, puisque je suis président du réseau Euromed, où les villes du Nord aident les villes du Sud, avec l'Union européenne. Mais malgré tout, nous voyons qu'il y a tant d'inégalités par rapport au financement dont peuvent disposer les uns et les autres selon les régimes politiques, les pays, la situation géographique, les déplacements des populations. Voilà pourquoi, naturellement, les financements seront très importants, et je veux remercier les grandes fondations qui aujourd'hui se disent qu'avec tous les dividendes, et j'appelle à beaucoup d'entreprises à être beaucoup plus vertueuses à l'image de ces fondations qu'ils ont pu retirer ces dernières années, ils souhaitent les réinjecter au bénéfice de la transition. Voilà, j'avais envie de dire ça en vous remerciant toutes et tous, mes collègues maires, et en remerciant celles et ceux qui nous éclairent, les scientifiques, les associations, les ONG. Ça doit être quelque chose de partage, ça ne doit pas être des conflits idéologiques. Nous, on est là le temps que la démocratie nous donne, puis on en aura d'autres derrière nous, mais si on peut tracer une voie irréversible pour sauver la planète, en sachant que je lis beaucoup de débats contradictoires, pardon, Jean-Christophe Tortora, de terminer là-dessus. On doit poursuivre notre tour du monde. Hein. Ouais, mais voyez-vous, nous tous, vous les journalistes, les premiers, parce que je lis certaines rubriques écrites par des scientifiques. Il y a 3-4 ans de ça, je lisais que de manière inéluctable, en 2100, nous serions 12 milliards d'habitants sur la planète. 12 milliards. Bon. Puis, il y a deux phénomènes qui sont en train de se passer.
naturellement, l'Europe est en chute démographique. L'Amérique du Nord est en chute démographique. L'Amérique du Sud est en chute démographique. La Chine est en chute démographique. La Chine qui, ces 20 dernières années, avait connu 240 millions d'habitants de plus, perd aujourd'hui 7 millions d'habitants par an. L'Inde est en plateau et va bientôt prendre la pente descendante. Il n'y a plus que l'Afrique qui soit en hausse. Et je ne doute pas qu'avec les évolutions que nous connaissons sociétales, eh bien, dans une dizaine d'années de cela, l'Afrique soit en plateau et ensuite s'engage aussi vers une pente descendante. C'est-à-dire que certains démographes commencent à nous dire que nous pourrions non pas être 12 milliards, mais 4 milliards d'habitants. Allez savoir ce que sera la réalité. Le deuxième, c'est celui dont on nous parle de plus en plus, l'effet du Gulf Stream, qui nous dit qu'avec la fonte des glaces, paradoxalement, ça va faire monter le niveau de la mer, mais malgré le réchauffement climatique, ça va refroidir la mer, qui sur certaines parties de la planète, et notamment sur la Méditerranée, Oui, ça a été évoqué. va faire remonter vers le nord de l'Europe une forme de glaciation. Et donc, vous voyez, on est face à tous ces inconnus. C'est pour ça que le job que nous faisons, qui est un job passionnant parce que c'est la gestion de l'être humain, de la femme, de l'homme, de l'enfant, de sa vie d'aujourd'hui, de sa vie de demain, où il va falloir qu'au fur et à mesure, nous nous parlions tous, nous partagions nos expériences et nous regardions comment organiser la vie chez nous pour que les hommes et les femmes vivent le plus heureux possible et dans le plus de justice et d'équité possible. C'est passionnant. Et donc, vraiment, que le Nice Climate Summit cette année nous permette d'amorcer ce que traduira dans cette coalition des maires l'UNOC3 l'année prochaine est déjà une formidable initiative. Merci mes chers collègues maires ou représentants des communes de tous les continents qui sont ici, de l'illustration et de l'engagement que nous prenons déjà aujourd'hui ensemble. Merci Christian Estrosi. Alors, sur ces mots, justement, ça nous donne envie de poursuivre notre tour du monde. Nous étions en Uruguay il y a quelques minutes avec Véronica Pinheiro. On va remonter et on va aller aux États-Unis en nous rendant à la Nouvelle-Orléans. Merci Arthur Walton. Vous êtes directeur des relations gouvernementales de la ville de la Nouvelle-Orléans. You have been attending the Nice Climate Summit since yesterday. What are your main conclusions during 2 days? Thank you. My French is not so good. I'm here on behalf of the mayor of New Orleans, LaToya Cantrell, and the irony of my presence needs to be noted. I'm here because she couldn't be here, and she can't be here because earlier this week there was a storm in the Gulf. I believe it's hit Florida, Category 2, but this is the subject of the Nice Summit. Mayor Cantrell recognizes that in order to survive, we have to collaborate and coordinate. New Orleans sits at the intersection of the Mississippi River, the Gulf of Mexico, climate change, and sea level rise. And our hurricane season has been extended now to 6 months or more. So for those 6 months, we live in a state of emergency. As she would say, as mayor, we are the boots on the ground. Our residents, when the storm hits, they call the mayor. They look to the mayor for leadership. And Mr. Mayor, as you said, leadership isn't easy. Making the tough decisions isn't easy. But, you know, in emergencies, our residents look to the mayor for guidance. Our mitigation expert spoke yesterday about how we have collaborated regionally and around the state to
increase our survival. We're on the cusp of Katrina, which was a tragedy some 20 years ago. These storms have eroded our coast, eroded our natural barriers, and now we're faced with technologies and science to fix that. The summits of this type are important because they allow us to share our experiences, but more importantly, exchange our ideas. And that's what the survival of the cities in North America are about. And as we're seeing, it's no longer exclusive to the Gulf of Mexico. These storms are devastating up the East Coast and on the West Coast. Maybe a few years back, New York City experienced massive flooding in their subway system. These are things that we live with in New Orleans day to day. We're now experiencing a recurring problem of saltwater intrusion. With the sea level rising and the gateway to the Gulf being the Mississippi, it's only natural that the sea is pushing back. We have formed a coalition of surrounding parishes to fight that, but we'll need the help of the world. We're glad to be here. I think this is important. The mayor, by signing on to this agreement, has shown her commitment to the exchange of ideas and the brother and sisterhood of communities around the world to fight back against climate change. Thank you. What are your expectations of the third edition of UNOC? What do you hope for the next UNOC in 9 months here in Nice? So, well, we hope for a total participation by coastal cities around the world first. That is the recognition and acknowledgement that this is a real thing, and we can only solve this by everyone coming together, coming to the table, bringing their experiences, bringing their ideas. I'm hopeful, and the mayor's hopeful for 100% participation, and hopefully she will be able to be here. I think it's important for people to understand that our location at the mouth of the Mississippi and the Gulf of Mexico affects commerce upriver. It affects economies upriver. And we can't be the only city thinking about mitigating this condition. So we invite ideas, experiences, and collaboration. Merci Arthur Walton. Peut-être un mot, peut-être pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas pu décrypter, quelque chose qui m'a frappé dans cet échange, c'est de dire qu'avec le changement climatique, la Nouvelle-Orléans vit maintenant la moitié de l'année en état d'urgence. La moitié de l'année. C'est un changement quand même de vie total pour la population. C'est-à-dire que la période des ouragans, vous l'avez dit, elle s'est prolongée de 6 mois depuis maintenant une vingtaine d'années, avec bien sûr la tragédie de Katrina. Je trouve quand même que c'est fort de comprendre. Ici, c'est vrai, Christian Estrosi, que vous avez connu ici dans cette métropole de Nice-Côte d'Azur, on le sait, du haut de ces montagnes, ici dans la vallée, à la ville de Nice, on a eu quand même de grosses intempéries. Et là, quand même, on parle de la moitié de l'année où la ville de la Nouvelle-Orléans vit dans un état d'urgence permanent. Vous l'avez dit, finalement, la Nouvelle-Orléans a besoin d'une solidarité, bien sûr, de tous les territoires, et que ces échanges ici au Nice Climate Summit permettent de pouvoir nourrir des idées, des réflexions, des expériences différentes, et que finalement la solidarité des maires, elle est aussi utile que la solidarité des États. Merci de ce témoignage. Mais Jean-Christophe Tortora, c'est très important ce que vous dites. On est tous en état d'urgence permanent. Tous. Et certains pays le sont depuis bien avant nous. Je cite le Japon, par exemple, qui vit
depuis 40 ans en état d'urgence. Il y a des séismes permanents, il y a des tornades permanentes, il y a des tsunamis régulièrement. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, un pays, une nation, une ville peut apprendre à vivre en état d'urgence permanente. Et que le grand enjeu auquel nous sommes confrontés, le grand défi, c'est de nous préparer à cet état d'urgence permanent. Nous avons eu 56 jours de canicule ici, c'est-à-dire avec une montée progressive, hein, et puis régulière, c'est pas one shot, hein, 3 fois plus long qu'il y a 15 ans. Bon, en même temps, ces températures nous amènent des zones subsahariennes, de nouveaux parasites, de nouveaux insectes. Le moustique tigre, nous avions 3 cas de dengue il y a 5 ans au CHU de Nice, on en a eu 150 cet été. C'est pour ça que j'engage l'année prochaine une grande campagne de démoustication sur 3 ans. Aujourd'hui, il faut s'adapter à tout cela et se dire qu'on va vivre comme ça. Il ne faut pas se dire que c'est inéluctable. L'être humain s'est toujours adapté de toute façon. Il y a eu des périodes de glaciation, l'être humain s'est adapté. Il y a eu des périodes de réchauffement, l'être humain s'est adapté. Nous vivons dans une société moderne qui peut nous permettre d'adapter encore mieux la vie à ces périodes d'état d'urgence. Regardez, mon voisin à Cannes, Météo France nous a dit alerte orange de Marseille jusqu'à Vintimille ou San Remo. C'était il y a 3 jours. C'est tombé à Cannes. Un seau d'eau. Bon. 180 mm en quelques secondes. Et nous avons eu à Marseille la même chose il y a 15 jours. Ça aurait pu tomber à Nice. C'est tombé il y a quelques années dans l'arrière-pays. Et ça sera régulier. Puisque de toute façon, la mer étant plus chaude, elle produira de plus en plus d'effets de cumulation d'eau dans le ciel qui peut ne pas tomber pendant 60 jours et tomber en moins de 2 heures d'un coup comme une masse qui va tout détruire. Et nous connaissons tous ça désormais sur tous les continents. Donc, ce que nous dit notre ami de la Nouvelle-Orléans, à laquelle nous avons beaucoup pensé quand j'ai vu ce désastre qu'ils ont connu, cet état d'urgence, je crois que nous avons le devoir, en commençant par l'école étant très importante parce qu'au fond, pour ça que je vous disais que celui de 7 ans est quelquefois plus important que celui de 77 ans. Celui de 77 ans, on le protège malgré lui, quelquefois. Celui de 7 ans, il se l'approprie et il devient le professeur de ses parents et de ses grands-parents. Et c'est pour ça que désormais, tous mes programmes scolaires, dans les 149 écoles de ma ville, sont des programmes. Ce matin, avec Greg Lecoeur, où nous présentions cette exposition, j'ai fait venir un certain nombre d'écoles de la ville pour qu'elles découvrent la biodiversité qu'elle a à protéger en face de ses yeux. Je les fais sortir en bateau pour les voir rendre visite au cachalot. Ils fraternisent ensemble. Le cachalot qui ne supporte pas qu'un bateau vienne vers lui, naturellement, en s'approchant en parallèle. Il respire à la surface. Il met son nez comme ça, il regarde les enfants. Puis à un moment, il va se nourrir de sardines au fond de la mer. Il lève sa queue avec cette eau qui coule et vous avez ces 200 enfants sur le bateau qui en même temps font la hola pour accompagner le cachalot et se familiariser à lui. Et on voit bien que c'est par l'éducation, par les enfants de 7 ans, en commençant par eux, qu'on va se former à cette société d'état d'urgence, mais aussi d'avoir envie de protéger sa planète, de protéger son territoire. Voilà pourquoi je crois beaucoup aussi à
à l'éducation au plus jeune âge pour qu'on s'approprie la planète. Aujourd'hui, quand on aménage une grande coulée verte comme à Nice, depuis cette année, il y a des perruches géantes qui se sont installées, des oiseaux exotiques. On s'est dit, tiens, comment ça se fait? On avait commencé à voir arriver des espèces migratoires qui, chaque année, faisaient leur lieu de nidification à un endroit qui était un bloc de béton avant. En fait, ça s'appelle de la fertilisation végétale, de la fertilisation humaine et de la fertilisation animale. Voilà pourquoi aujourd'hui s'approprier ce partage avec la vie animale, la vie végétale et ce monde urbain qui est incontournable parce que c'est là où l'homme doit grandir, s'abriter, s'éduquer, travailler et avoir ses sources de revenus est essentiel. Et c'est à nous de trouver les justes équilibres en tout. C'est ce qui est le plus difficile, naturellement. Eh bien, Christian Estrosi, on va terminer par là où se lève le soleil, c'est-à-dire en Asie, et on a le plaisir d'accueillir le maire de Bobo. On va conclure avec vous. Je disais, c'est là où finalement on peut voir le soleil se lever sur la planète chaque matin sur votre côte. Monsieur Rasman Manafi, peut-être la même question. Vous avez assisté durant 2 jours au Nice Climate Summit. Vous avez partagé des expériences avec d'autres maires, avec vos cultures différentes, avec vos innovations différentes. On voit toutefois quand même qu'il existe une vraie solidarité des maires parce que finalement, vous vivez les mêmes choses et vous devez faire preuve de beaucoup d'innovation, de résilience et de solidarité entre vous. On le ressent. Yeah. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour. When you think about Indonesia, Bali is likely family name. However, for those you who enjoy diving on coastal tourism, Wakatobi should not be overlooked. Wakatobi's marine conservation area renewed for stunning underwater beauty. In 1990, the famous French diver Jacques Cousteau called Wakatobi the underwater paradise. If you plan to travel Wakatobi from Bali, you must pass through the city of Baubau. Baubau is the island. The region has a rich history dating back the 13th century kingdom. Baubau has long been a key maritime link between Western and Eastern Indonesia and is part of the Third Indonesia Sea Lane, connecting Australia with East Asia and Asia Pacific. It is home to the world's largest fortress, covering 23,375 hectares and 2,740 meter perimeter. Built in 16th century, this fortress played a vital role in controlling maritime routes and ensuring regional security. Baubau aims to become a maritime hub in Sulawesi and Eastern Indonesia. To achieve this spatial planning must integrated land and sea area, aligning with national policy for implementing the Integrated Maritime Spatial Planning, IMSP, to support maritime development and adapt to global climate change. This is important because Indonesia as archipelago with 6.4 million square kilometer marine area has over 50% of population living in coastal area and small island. To ensure sustainability, the MSP is used as foundation for all activity in this area before issuing environment and business permit. To support climate change adaptation and MSP implementation, the Baubau city government has identified 7 priority areas for green development: marine conservation area, sustainable fisheries area, integrated tourism area,
marine green infrastructure development area, renewable energy area, sustainable coastal and maritime research. In closing, we believe that this forum can foster construction cooperation in achieving a sustainable MSP. A sustainable coastal city is not one with a strong regional economy, a large population growth, or significant external aid, but rather a city with a highest adaptability. Thank you. Barakatina Tanavolio. Merci, monsieur le maire de Baobab. C'est vrai que quand on se projette dans ce magnifique pays qui est l'Indonésie, c'est quand même 50% de la population qui est concentrée sur les zones côtières. Donc c'est vrai que ça nous donne quand même une projection où là c'est tout un pays qui est habitué justement à s'adapter, à innover, vous l'avez dit, que ce soit sur le plan de la construction. C'est vrai que c'est un sujet, je sais, qui reviendra à l'occasion de l'UNOC. L'enjeu de la construction, de l'habitat, du logement sont des points sur lesquels vous avez évoqué, et j'imagine que dans la culture de votre pays, il faut, tout à l'heure l'a dit Christian Estrosi, de toute manière, l'être humain doit s'adapter à la nature. En tout cas, merci de votre venue ici à Nice. On était très heureux de terminer par ce tour du monde chez vous en Indonésie. Thank you. Voilà, nous arrivons au terme de cette deuxième édition du Nice Climate Summit. Vous l'aurez compris, les maires sont mobilisés et en route, Christian Estrosi pour l'UNOC. Je tiens justement à rappeler que toute la rédaction de la Tribune a réalisé un supplément, c'était dimanche dernier, dans la Tribune Dimanche. Je l'espère, un quotidien que vous lisez chaque dimanche. Et donc dans le supplément de la Tribune, il y avait dans la Tribune Future, plongé au cœur de la planète bleue et la préparation de l'UNOC. Dans la Tribune Future, j'ai eu l'impression, Christian Estrosi, que le futur s'écrit ici, à Nice, avec les Niçoises et les Niçois. Nous vous remercions. Merci à vous tous, excellente journée et à très bientôt. Rendez-vous à l'UNOC au mois de juin.